Le tri, c'est une de ces forces fondamentales, mais presque invisibles, qui organisent notre monde numérique. À chaque fois qu'on rafraîchit un fil d'actualité, qu'on lance une recherche Google ou qu'on cherche un produit sur un site d'e-commerce, il y a des algorithmes de tri qui travaillent en coulisses pour mettre de l'ordre dans le chaos. Et pour vraiment saisir à quel point c'est important, il suffit de regarder notre quotidien. Pensez-y une seconde. Les résultats de recherche sont triés par pertinence. Les fils de nos réseaux sociaux par date ou par engagement. Les listes de produits par prix ou par popularité. Comprendre comment cet ordre est créé, c'est en fait comprendre un des piliers de l'informatique moderne. Mais alors, comment est-ce que ça marche exactement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, voici notre feuille de route. On va commencer par définir ce qu'est un algorithme de tri. Ensuite, on verra comment on mesure leur efficacité. Puis, on explorera les compromis qui vont bien au-delà de la simple vitesse. Après, on fera s'affronter les géants du domaine. Et pour finir, on regardera quelques cas un peu particuliers où les règles habituelles ne s'appliquent plus. Parfait, commençons par le commencement. Avant de pouvoir comparer quoi que ce soit, il faut bien définir de quoi on parle. Alors, un algorithme de tri, c'est quoi au juste? En termes très simples, c'est une recette, une série d'instructions précises pour prendre une liste en désordre et la rendre parfaitement ordonnée. Et cette étape, elle est absolument cruciale. Pourquoi? Parce qu'une fois que les données sont triées, tout un tas d'autres opérations deviennent incroyablement plus rapides. L'exemple parfait, c'est la recherche dichotomique, une méthode ultra rapide pour trouver un élément, mais qui, attention, ne fonctionne que sur des listes triées. Bon, ok. On a plusieurs recettes de cuisine possibles. Comment on choisit la meilleure? Le critère le plus évident, c'est bien sûr la vitesse. Mais en informatique, la vitesse se mesure d'une manière bien particulière. On parle de complexité algorithmique. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle la notation grand O. C'est un peu un jargon, mais l'idée est simple. Ça décrit comment le temps d'exécution d'un algorithme va évoluer si la taille des données qu'on note n augmente. Un algo en O(n), comme le triabule, c'est la méthode un peu naïve, son temps de calcul explose littéralement dès que la liste s'allonge un peu. En revanche, un algo en O(n log n, lui, est beaucoup plus malin. C'est en quelque sorte la limite de vitesse théorique, le saint graal pour tout algorithme qui doit comparer les éléments entre eux pour les trier. Ce tableau, il met le doigt sur un compromis super important. Le tri-fusion et le tri-partage nous garantissent une performance en O de n log n, quoi qu'il arrive, peu importe comment les données sont mélangées au départ. Le tri rapide, lui, qui est pourtant ultra performant en moyenne, a un talon d'Achille. Son pire cas est en O de n carré. Et ça peut arriver si les données sont déjà presque triées, par exemple. C'est un détail, mais un détail crucial. Si la vitesse était le seul critère, franchement, le choix serait vite fait. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus nuancée. Il y a d'autres facteurs tout aussi importants qui rentrent en jeu. Cette question, elle nous pousse à regarder deux autres aspects qui sont fondamentaux, la quantité de mémoire que l'algorithme va consommer et la façon dont il gère les éléments qui ont la même valeur. Le premier grand compromis, c'est l'espace mémoire. D'un côté, on a les tris en place. Eux, comme le tri-partage, ils réorganisent les éléments directement dans le tableau d'origine. Ils sont super économes, ils n'utilisent presque pas de mémoire en plus. De l'autre côté, on a les tris non en place, comme le tri-fusion. Lui, il a besoin de créer des copies temporaires de nos données, ce qui peut consommer pas mal de mémoire. L'avantage, c'est une sécurité. Les données originales restent intactes quoi qu'il arrive pendant le processus. Le deuxième compromis, c'est la stabilité. C'est un concept un peu plus subtil, mais il est vraiment essentiel. On dit qu'un tri est stable s'il ne change pas l'ordre relatif des éléments qui sont considérés comme égaux. Pour bien visualiser ça, prenons une analogie toute simple. Imaginons qu'on trie ces bouteilles par leur volume. Au départ, la bouteille bleue de 1 litre est avant la bouteille noire de 1 litre. Un tri instable pourrait très bien décider d'inverser leur position. Après tout, pour lui, elles sont équivalentes. Un tri stable, en revanche, garantit que la bleue restera toujours avant la noire. C'est hyper important si on fait des tris successifs, par exemple trier des contacts par nom puis par prénom. La stabilité garantit que le deuxième tri ne va pas ruiner le premier. Voilà, maintenant on est armé de nos 3 critères, la vitesse, la mémoire et la stabilité. On peut donc faire s'affronter directement les 3 algorithmes de tri généralistes les plus connus. Ce tableau y résume parfaitement le combat entre les 2 géants de l'approche divisés pour régner. Le tri rapide, c'est le sprinter, généralement plus rapide en pratique, très économe en mémoire, mais il n'est pas stable et il a ce risque d'effondrement de performance. Le tri fusion, c'est le marathonien, un modèle de fiabilité, toujours rapide, toujours stable, mais il est gourmand en mémoire. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on utilise si souvent le tri rapide en pratique, malgré sa vulnérabilité? Cette citation nous donne la clé. En fait, son secret, c'est qu'il est incroyablement efficace dans la manière de déplacer les données. Il minimise les swaps, les échanges d'éléments, qui sont des opérations qui coûtent cher en temps de calcul au processeur. Il ne déplace vraiment que le strict nécessaire. Et voici notre 3e concurrent, le tri par tasse. Lui, c'est l'option la plus sûre, le pari sans risque.
Il garantit une performance en O de n log n, et surtout, il est en place avec une complexité en mémoire de O de 1, ce qui est juste exceptionnel. Alors, où est le piège? Son point faible, c'est ce qu'on appelle la localité de cache. En gros, ça veut dire qu'il a tendance à sauter un peu partout dans la mémoire pour aller chercher ses données. Et ça, les processeurs modernes n'aiment pas du tout. Ils sont beaucoup plus rapides quand ils travaillent sur des données qui sont proches les unes des autres. Jusqu'à maintenant, on est parti du principe que toutes nos données pouvaient tenir tranquillement dans la mémoire vive de l'ordinateur. Mais, que se passe-t-il quand ce n'est pas le cas, ou quand les données ont une structure bien particulière? C'est le grand problème du tri externe. Il faut trier un fichier qui est sur un disque dur et qui est bien trop gros pour la RAM disponible. Là, les algorithmes classiques sont tout simplement inutilisables. La solution, c'est une sorte de trifusion, mais à une échelle gigantesque. L'idée est brillante. On découpe l'énorme fichier en morceaux qui, eux, tiennent en mémoire, on trie chaque morceau individuellement, et ensuite on fusionne intelligemment tous ces morceaux déjà triés pour reconstruire le fichier final. L'astuce, c'est qu'on ne charge jamais toutes les données en même temps, mais seulement de petites portions de chaque bloc. C'est une application magnifique du principe diviser pour régner. Et pour finir sur ces cas un peu à part, il existe une classe d'algorithmes assez fascinants comme le tri par base ou radix sort. Eux, ils ne comparent même pas les éléments entre eux. En exploitant la structure même des données, par exemple le fait que ce sont des nombres, ils peuvent atteindre une complexité linéaire, O de n. C'est théoriquement plus rapide que la fameuse limite de O n log n, qui ne s'applique en fait qu'au tri par comparaison. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le choix de l'algorithme parfait, c'est toujours une histoire de compromis. Et la réponse moderne, ce n'est pas de choisir un seul algo, mais de les combiner intelligemment. Des algorithmes comme TeamSort utilisés par Python ou IntroSort en C++ sont des hybrides. Ils commencent avec un tri rapide, mais s'ils détectent un cas défavorable, ils basculent sur un autre algorithme pour éviter le pire. Ils offrent le meilleur des mondes. Au final, la quête de l'ordre parfait, ce n'est peut-être pas de trouver une réponse unique, mais de savoir comment combiner les bonnes.